un peu sur la feuille. Allez. C'est bon le zoom? Non, madame. C'est bon, c'est bon. D'accord. Ouais, c'est bon. Ok. Je vais admettre une autre personne. Alors aujourd'hui, on va exposer les résultats de la résolution de l'équation de Schrödinger atome d'hydrogène. Alors, ce que je voudrais vous dire, que nous n'allons pas faire la résolution mathématique. Pourquoi? Parce qu'elle est très difficile à faire par rapport à votre niveau de L2. Donc, nous allons juste nous restreindre à exposer les résultats. Alors, tout d'abord, l'atome d'hydrogène, comme vous le savez, est le plus simple des atomes, avec un seul électron, un seul proton, qui est le noyau. Donc, c'est un système à deux particules. Nous avons vu la résolution classique dans le cas de l'atome de Bohr. Aujourd'hui, c'est la résolution quantique. La première étape consiste à écrire l'hamiltonien. C'est-à-dire l'énergie cinétique des particules et l'énergie potentielle. Alors, vous voyez bien que dans cette expression-là, je vais mettre en jaune, d'accord? Eh bien, j'ai écrit un terme de l'énergie cinétique, qui est celui de l'électron. Je n'ai pas écrit celui du noyau. La raison est simple. Le noyau est plus lourd que l'électron. Il est supposé comme fixe. Alors que l'électron plus léger que le proton est en mouvement. D'accord? Donc, la partie énergie cinétique concerne uniquement l'électron. Maintenant, l'énergie potentielle, c'est la loi de Coulomb. C'est-à-dire l'attraction électron-proton. Alors, vous avez l'expression moins E au carré sur 4 pi epsilon 0 R. Alors, vous savez très bien que R est la distance électron-noyau. Maintenant, M, c'est la masse réduite du système électron-noyau. Alors, c'est quoi la masse réduite? La masse réduite, en réalité, est donnée par la relation mu égale. Alors, la masse de l'électron multipliée par la masse du noyau sur
la somme des masses écran et noyau. Alors, comme la masse du noyau est 1000 fois, 1836 fois plus grande que celle de l'électron, alors la masse réduite devient la masse de l'électron. Donc, au lieu d'écrire ME, on écrit M tout court. Alors, donc, l'hamiltonien est bien écrit. Et nous allons maintenant écrire l'expression de l'équation de Schrödinger de ce système. Alors, donc c'est moins h bar au carré, 2m sur 2m. Alors, delta, c'est le Laplacien. Alors, la fonction psi est une fonction de coordonnées x, y et z. Maintenant, vous savez très bien que R, c'est la racine carrée de x2 plus y2 plus z2. Donc, on aura l'expression que vous avez devant vous. Donc, c'est l'expression qui est écrite en coordonnées cartésiennes. Le problème, c'est que telle qu'elle est écrite, la résolution n'est pas possible. Il faut passer aux coordonnées sphériques. Alors, nous avons déjà parlé en cours de maths des coordonnées sphériques. Alors, dans les coordonnées sphériques, vous avez 3 variables. Alors, vous avez d'abord le rayon vecteur, c'est-à-dire vous avez un point M, sa position par rapport à l'origine est délimitée par ce qu'on appelle le rayon R. Et puis, vous avez l'angle que fait ce rayon vecteur avec l'axe des Z est appelé l'angle θ. Alors, la projection du point matériel sur l'axe X, O, Y donne l'angle phi est en fait l'angle entre la projection du rayon vecteur sur le plan X, O, Y et l'axe X. Donc, voici les 3 variables dont il est question dans les coordonnées sphériques. Alors, vous avez ici maintenant la relation entre les coordonnées cartésiennes et les coordonnées sphériques. Alors, la plus simple des coordonnées, c'est Z. Z égale à R cosinus θ. Et ensuite, on a X égale à R sinus θ cosinus phi. Y égale à R sinus θ sinus phi. On ne vous demande pas de les démontrer. Vous les utilisez telles quelles.
Maintenant, l'élément de volume dV en coordonnées cartésiennes, c'est la simple multiplication de dx, dy, dz, qui est en fait un parallélépipède. Et en coordonnées sphériques, c'est R2 sinus θ dr dθ dφ. Alors, la troisième chose qu'il faut savoir, c'est le domaine de variation de ces variables. Bien sûr, vous savez très bien que x varie, vous voyez, de moins l'infini à plus l'infini, c'est-à-dire de 0 à plus l'infini et de 0 à moins l'infini. De même y et pour z. Par contre, pour les rayons, alors excusez-moi, c'est bon, c'est entre le noyau et plus l'infini, négativement et positivement. Alors pour les rayons, le rayon est toujours positif, donc à l'infini, plus l'infini. Et θ, c'est 0 pi, alors que phi, c'est 0,2 pi. Donc voici les variations des coordonnées sphériques. Alors ces variations, vous devez les connaître, c'est-à-dire les apprendre. Alors maintenant, on revient à l'expression de l'hamiltonien pour les sphériques. Alors, elle est... donc ici, j'ai écrit toute l'équation de Schrödinger. Schrödinger, d'accord. Normalement, c'est l'expression de l'équation de Schrödinger, non pas l'équation de Schrödinger. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Alors, à l'intérieur de la grande parenthèse, alors vous avez les coordonnées R, θ, qu'il y a une certaine séparation entre le rayon R et les angles θ et φ. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va introduire un nouveau opérateur qu'on appelle l'opérateur lambda. Alors, cet opérateur contiendra uniquement la partie où il y a les angles θ et φ. En fait, ce qu'on vient de faire, c'est de séparer deux parties. Une partie en R et une partie en θ et φ. Par la suite, l'équation de Schrödinger vient de cette façon-là. Ça veut dire on écrit la partie séparée de R et on écrit la partie séparée de θ et φ. Alors, cette séparation permet l'utilisation d'une méthode appelée méthode de séparation des variables qui va nous donner la solution de cette équation. Alors, la solution de cette équation consiste en quoi? C'est les fonctions propres de l'hamiltonien. C'est-à-dire les fonctions psi de r, θ et de φ. Alors, ces fonctions-là
vont être écrites sous cette forme. Pardon. Alors, psi de R, θ et phi, ce sera égal au produit d'une fonction en R. Alors, cette fonction R dépendra uniquement du rayon et fera apparaître deux nombres. C'est N et L. Et puis, il y a une autre partie. C'est une partie uniquement en θ phi qui dépendra elle aussi de deux nombres qui sont L et M. Alors, les fonctions RNL sont appelées fonctions radiales. Alors, elles s'écrivent de cette façon-là, comme un produit d'une partie polynomiale et d'une partie exponentielle. La partie polynomiale est appelée polynôme de la guerre de degré n-1. Alors, il apparaîtra une constante à 0 qui n'est autre que le rayon de la première orbite de bord. Alors maintenant, les fonctions YLM de θ et phi sont appelées les harmoniques sphériques. Elles s'écrivent sous la forme d'un polynôme QLM. Donc c'est un polynôme en fonction de cosinus θ et d'une partie exponentielle de phi. D'accord, qui ne dépend que de phi. Cosinus θ spécifique qui est le polynôme de Legendre. Alors je vais m'arrêter là. On ne peut pas d'apprendre ces choses-là. D'accord? Mais juste qu'il faut savoir qu'il y a une partie radiale, fonction de R, et une partie angulaire, fonction de θ et phi. Alors, les harmoniques sphériques, alors vérifie la relation suivante. Alors, on a pris l'opérateur lambda, appliqué à YLM de θ et phi, plus multiplié toujours par l'harmonique sphérique, est égal à 0. Alors, vous allez voir par l'importance de cette relation. Pour l'instant, je gardais en tête cette relation. Alors, la deuxième solution, enfin la deuxième partie de la solution de l'équation de Schrödinger, outre les fonctions propres, c'est la valeur propre. Et donc l'énergie.
Alors, on trouve l'énergie En est égale à moins 1,5 sur 1 sur 4 pi epsilon 0 multiplié par E2 sur A0 multiplié par 1 sur N2. Alors, nous voyons ici que l'expression de l'énergie dépend d'un nombre n, d'accord, mais, d'accord, alors que les fonctions propres dépendent des nombres n, l et m. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on vient de voir? L'apparition de 3 nombres, n, l et m. Alors, ces nombres-là, ce sont les nombres quantiques. Alors, comment ils sont apparus? Comme je vous l'ai dit, on n'est pas en train de faire la résolution proprement dite. Il faut admettre que, comme dans le cas de la résolution d'une boîte rectiligne, le nombre n est apparu, de même, lors de résolution de l'équation de Schrödinger, dans le cas de l'atome d'hydrogène, les 3 nombres apparaissent. Alors, ces 3 nombres sont tous des entiers. Vous les connaissez déjà. Alors, n, c'est le nombre quantique principal. Il appartient à n étoiles. Donc, il prend toutes les valeurs 1, 2, 3 jusqu'à l'infini. Le nombre L est appelé le nombre quantique secondaire ou azimutal. Alors, il prend toutes les valeurs de 0 jusqu'à n-1. Donc, c'est un nombre entier naturel qui peut être nul. Maintenant, le troisième nombre, c'est le nombre m, appelé nombre quantique magnétique, dont les valeurs varient entre moins L et plus L, en passant par 0. D'accord? Maintenant, on va analyser les solutions. Les expressions mathématiques des fonctions propres. Alors, je vais vous donner maintenant quelques expressions. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces fonctions propres sont les seules à être obtenues de manière exacte. Et par conséquent, elles vont être utilisées comme une base pour la construction de fonctions approchées pour les atomes polyélectroniques et pour les molécules. D'accord? Alors, je vais vous donner maintenant quelques exemples